première spé et nous étions arrivés à cet exemple merveilleux de la mycorhize qui, pour votre humble prof et pour le cueilleur de champignons que je suis, est une merveille de la nature qui nous permet de récupérer et de récolter de beaux cèpes comme celui-ci. Alors les mycorhizes sont des associations symbiotiques et vous avez pu, à partir de différents documents, montrer les avantages de cette symbiose. Alors c'est une symbiose particulière puisqu'elle présente des avantages pour les deux partenaires, le champignon et la plante, et j'attire tout de suite votre attention sur l'orthographe compliquée de ce mot mycorhize, myco, champignon et rhize. Ici c'est la racine de la plante, donc R-H-I-Z-E-S, on trouve pas mal de fautes d'orthographe sur internet, donc faites attention à propos de ce mot-là. Vous avez pu voir Marc-André Sellos, très puissant orateur en vidéo. J'espère que vous avez pu voir les vidéos sur les mycorhizes. Ici, je vous présente plusieurs documents tirés d'articles scientifiques qui montrent plus précisément les intérêts de cette association symbiotique entre une plante et un champignon. Ce qui est intéressant, c'est que pour vous, l'an prochain, avec le bac, vous aurez probablement des documents tirés d'articles scientifiques, avec probablement peu de modifications. Et donc, ces documents, ils seront en français, mais ils ne seront pas simplifiés. Et donc, vous aurez besoin d'aller chercher les informations utiles. Alors ici, il faut lire le texte. Donc c'est une étude de l'équipe de Moussin qui a utilisé différents sols et a utilisé différents types de mycorhizes pour observer finalement l'augmentation de la croissance du pain en fonction du type de mycorhize. Et ce que l'on observe, c'est que globalement, en termes de matière sèche, eh bien, il y a une augmentation bien plus importante que les témoins qui ne sont pas mycorhizés. Lorsqu'on a ne serait-ce que la mycorhize naturelle, Pisolithus, là on a 10 grammes sur ce premier sol, 7 grammes sur ce second sol, etc., etc. Donc à chaque fois vraiment une augmentation très significative. Ça veut dire que la mycorhize améliore toujours la croissance, quel que soit le sol, et ça apporte des éléments nutritifs, il y a des échanges. La plante transfère ses photosynthétas vers le champignon, ses sucres vers le champignon, et globalement le champignon augmente la surface de récupération de l'eau et des ions minéraux dans le sol, et les transfère vers la plante. Mais faut faire attention parce que toutes les mycorhizes, tous les champignons mycorhiziens n'apportent pas des avantages partout. Et par exemple, quand on recherche la nutrition phosphatée pour la plante, en fonction de l'espèce de champignon qui est associée au pain pour faire une mycorhize, eh bien on va avoir, par rapport à celui qui est non inoculé, c'est-à-dire sans mycorhize, on va avoir des augmentations qui sont significatives pour ces deux premières espèces de champignons, et au contraire, des augmentations qui sont peu marquées ou même des baisses de l'absorption de phosphore, de phosphate par la plante pour ces deux espèces de champignons. Donc là c'est intéressant parce que les ingénieurs forestiers, en fonction du sol dans lequel ils vont planter les arbres, vont devoir choisir la bonne mycorhisation pour favoriser la croissance de leurs plantes. Alors voilà, bilan, c'est ce que dit le programme. La biocénose est une interaction avec le biotope, donc répartition des espèces dans des conditions abiotiques, c'est-à-dire non vivantes particulières. La diversité des interactions biotiques s'étudie à la lueur de leur effet sur la valeur sélective, c'est-à-dire le succès reproducteur, la capacité d'un individu à se reproduire et à avoir des descendants fertiles.
Donc, il va s'agir d'une compétition, vous l'avez vu en DM pour, par exemple pour la lumière, pour l'eau, pour les nutriments. Il va s'agir de prédation, de parasitisme, c'est ce qu'on appelle l'exploitation. Il va s'agir de coopération, mutualisme et symbiose. Alors, voilà, on a des symbioses mutualistes, c'est-à-dire qui vont apporter des avantages pour les deux partenaires qu'on appelle les symbiontes. Dans le cas de la mycorhize, c'est une symbiose avec un double avantage. Voilà. Dans le cas du mutualisme, on va considérer que la relation est moins longue, moins durable que celle d'une symbiose. Là, c'est vraiment tout à fait intime. Les cellules du champignon sont à l'intérieur de la racine de la plante. Et donc, c'est tout à fait durable. Ici, c'est un extrait de la page de Wikipédia sur les interactions biologiques. J'aime bien ce schéma ici qui vous présente les avantages des différentes interactions biologiques, les 6 principales. Alors, commensalisme et amensalisme ne sont pas au programme. Par contre, les termes de mutualisme, parasitisme, compétition, symbiose, ceux-là y sont. Une autre représentation des interactions biologiques entre êtres vivants au sein de l'écosystème forestier. À noter que les êtres vivants modifient aussi les facteurs biotiques, évidemment, en prélevant des ions minéraux, mais également en ayant un impact sur la luminosité du milieu, sur la température, sur le vent, voilà. Alors, quelques éléments de correction pour le deuxième DM d'ornithologie qui vous a posé quelques soucis. Alors, comment est-ce que les chercheurs ont pu déterminer que un G dispersait 4000, entre 4 à 5000 glands par an? Alors, on peut faire différentes choses. On peut utiliser des marquages avec des puces radio qu'on va insérer par exemple dans le gland. Et puis on va faire des extrapolations à partir des données que l'on récupère. On a différents types de marqueurs, des marqueurs fluo, des marqueurs chimiques qui ne sont pas détectés par les G. Voilà, ça c'est toute chose que vous pouviez évoquer. On fait des observations, donc on va se mettre sur des postes d'observation avec les jumelles, et puis on va rester plusieurs jours et voir les nichés de G, les G qui font leurs allées et venues et qui font leur comportement de récupération des glands. Et on extrapole les données à partir des échantillonnages. Pour le 59% de régénération, c'est la même chose, on fait des prélèvements et on observe notamment sur les plantules, sur les glands, s'il y a des traces de transport par un G, donc marque de bec, bactéries spécifiques du G, etc. etc. Ici, un document que je trouve intéressant, que vous allez avoir en pièce jointe, un PDF sur l'agroforesterie, un document, un fascicule de présentation de l'agroforesterie. Ici, ce sont les avantages du sol et de la forêt, avantages économiques et globaux de ces deux éléments de l'écologie. Récupération de carbone, évidemment agriculture, fourniture d'aliments, de fibres, de combustibles, la forêt et le sol comme patrimoine culturel, on va faire des fouilles, mais on va se balader en forêt, matériaux de construction, fondement, le sol pour les infrastructures, source de matériel génétique et pharmaceutique, régulation des crues, habitat pour les animaux évidemment, cycle biogéochimiques globaux, régulation du climat, purification de l'eau, purification des contaminants du corps et du sol, etc., etc. Alors, je voudrais que vous alliez dans ce fascicule et que vous alliez observer cette petite BD 365 jours dans la vie d'un sol vivant, que vous identifiez les avantages de l'association du sol cultivé avec un sol boisé à proximité, ce qu'on appelle l'agroforesterie, au fil des mois, et vous allez comme ça pouvoir faire une introduction au grand 3, le flux de matière au sein d'un écosystème, que je vous présenterai plus précisément jeudi. D'ici là, prenez soin de vous.